pertinentes par ici. Si on ne peut plus poser des questions, je fais quoi? Mon travail devient quoi? Je m'en vais, je rentre chez moi. Bonjour les amis. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Je rentre chez moi, bonjour les amis. Alors moi, tout de suite, je demandais au Sodia qu'on a au plateau si c'est dansé. Et puis, ça fait rire, je sais pas. Je peux pas comprendre pourquoi on ne peut pas demander. Alors, Sodia, vous avez dansé? Pas parfaitement comme vous. Vous m'avez vu danser. Parce que c'est souvent les bons danseurs qui posent des questions, vous savez danser. Mais bon, moi, je danse bien quand je suis assise sur ma chaise. Je fais le show. Tout le monde sait faire. Oui, mais quand je me lève, je ne sais plus s'il faut bouger le pied droit ou le pied gauche. Donc, je préfère. Vous pouvez faire les deux en même temps. Donc, je préfère rester assise et je sais faire mon show. Allez, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Toujours la bonne humeur qui marque le bala, la bonne humeur et la bonne information également. Vous voyez tantôt le commissaire principal Kossi Soji. Il est le chef de division sécurité routière. Ah, c'est vous qui envoyez les gens sur la route et puis ils mettent des chasubles là et puis t'arrêtes. Donc en fait, je sais, ils sont formés comment? Je vais vous dire bonjour très bientôt les amis. Mais les gars là, ils sont formés comment? Je ne sais pas. Ils ont le flair. Je vais me lever. Si je me lève, ma tête va pas se couper, non, je ne sais pas. Ils ont le flair. Les gars, ils sont là. Je veux... Non, les gars, ils sont là. Et puis... Avec leur sifflet, bien sûr, il faut préciser ça. Propre. Et puis, mettre leur chasuble. Vous allez me faire la différence tout de suite entre ceux qui mettent le vert fluo et l'orange fluo, si vous voulez me dire. Bref, ceux qui mettent sur le vert fluo, là, ils sont là, dans le tournant, au Magnolo. Et puis vous êtes au feu rouge. Quand le feu s'allume, le vert s'allume, tout le monde démarre, il vient dire voilà, c'est celui qui a des façons. Comme ça, la personne n'a pas d'assurance, elle n'a pas de visite technique. Mais je ne sais pas comment ils sentent ça. Il les a passés, mais il va dire c'est à croire que t'as trahi quoi. T'as si au Moussa, non, il faut ça. Et puis, oui, il dit, quand tu le parles, tu te dis, c'est des gens qui arrivent facilement à lire les émotions sur le visage. Quand tu vois la police et que tu paniques. Non mais, ah voilà, tu as l'air, toi-même tu crois que tu es serein. Au loin, et puis tu fais toujours, quand tu les vois, des fois tu es trop serein même. Voilà. C'est à ce moment même où on t'arrête. Tu es trop serein, tu es trop calme, c'est pas possible. Co-commissaire, comment ça se passe? Filez-nous le secret pour qu'on puisse déjouer là. Merci. Comment ça se fait? Bonjour et bonjour à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de la TVT. Vous avez déjà donné la réponse. Quoi? Que nous avons le flair. Ils ne sont pas formés autrement que les autres forces de l'ordre et de sécurité. Donc c'est dans le casting qu'on choisit les flaireurs, les regards. Il n'y a pas un casting en tant que tel comme chez vous, mais il y a des recyclages. Ils doivent raviver leur flair de policiers lorsqu'ils sont sur le terrain. Souvent, ceux qui sont en infraction, ils ont des attitudes suspectes. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne peux pas révéler ici. Gardez la mèche. Tu es un là. Bon. Quelles sont les attitudes qu'on fait? Dites une seule. D'abord, au feu rouge. Un conducteur qui est là, il tourne les yeux, il voit l'agent, il ne fait que le regarder. C'est qu'il se reproche de voilà, je vais les regarder aujourd'hui. Je vais les regarder aujourd'hui, donc je vais leur perdre le temps. Donc, je vais les regarder. Il y a beaucoup d'astuces et puis parfois... Mais si tu les regardes comme ça, c'est comme aimant, tu les attires. Pas que tu les attires, mais vous-même, c'est évident. Quelqu'un qui prend son temps, si la personne il sait qu'il est en règle, même si vous l'apostrophez, il ne s'inquiète de rien. Mais à partir du moment où il est douteux, lui-même, il constate qu'il y a des fautes qu'on peut relever contre lui. À travers son attitude, d'abord, vous allez le voir, vous sentez qu'il est très pressé. Il tient le volant très fort, comme si le volant allait partir. Il prie, son cœur saute, il ne voudrait donc pas que les agents s'approchent. Donc quand on voit ses attitudes, on s'approche de lui. Ou alors quelqu'un que vous voyez de loin et il se permet de faire demi-tour. Subitement, alors que vous ne regardez même rien. On l'a appelé. Non, il y a eu une urgence. Non, il n'y a même pas de problème. On prend le temps de vérifier pour voir de quoi. Il y a eu une urgence là, chef. Mais il a oublié quelque chose à la maison. Il a oublié quelque chose à la maison. C'est quand il vous a vu qu'il s'est rappelé qu'il a oublié. Ah bon, non, il n'y a pas de problème. On contrôle et après, il va retourner à la maison, faire ce qu'il voulait faire. Vous contrôlez. Si vous regardez l'argent jusqu'à et puis tu lui tires la langue comme ça, ça veut dire que tu es en infraction aussi. Ou bien que tu te...
C'est là même ça que je le provoque, je n'ai rien. Justement, ça c'est... C'est pour rire. Non, c'est pour rire. Non, mais sérieusement, les gars, quand ils font comme ça, puis ils arrêtent la personne. Quand la personne, tu vois que la personne se penche en même temps vers la vitre pour commencer par parler, sache que... parce que normalement, tu sors les pièces de la voiture. Mais là, la personne se penche en même temps, dit, oh, tu allais au près. Non, vous avez ce flair-là. Vous faites un gros travail, un super travail, on va en parler. Merci. On va parler du bilan de la sécurité routière pour les 6 derniers mois. Bon, oui, les 6 derniers mois de 2020. Les chiffres sont encore extraordinaires. La route tue toujours. Les motocyclistes, comme on se l'imagine, prennent la grande marge, la grande part des victimes, plus de 70%, on va en parler. Et rappeler à tous toujours toutes ces règles de sécurité routière que nous omettons, que nous négligeons des fois et qui malheureusement nous conduisent au pire. Merci de partager le plateau avec nous. Commissaire principal, Kossi Sojin. Et au-delà des questions, on va vous demander entre autres si vous savez danser, j'ai déjà demandé. C'est pas d'autres questions qui n'ont même rien à foutre avec. Nous sommes ensemble. Désolé pour les gros mots, avec l'uniforme que vous portez. Mais bon, c'est ça le bala aussi. Daniel, ça va bien, merci. Super. Je vais bien. Chouette. Éléonore, ça va bien, merci. Cool. On va commencer par parler, heureusement qu'on a le soldat au plateau. On va parler de... La semaine dernière, on vous parlait de... quelqu'un dit, l'officier vend notre mèche. Vendez là, vendez. Vous êtes policier, vous, c'est bon, vendez. Dites-nous tout, racontez-nous tout. Comme ça, le jeu sera encore plus intéressant. Alors, la semaine dernière, on a parlé, Éléonore, des plus grands voleurs, c'est ça? Oui. Les plus grands voleurs de l'histoire. Oui, parce qu'en même temps que le ministère a fait le bilan de la sécurité routière, on a fait un peu aussi le bilan de la criminalité au Togo. C'est vrai que c'était un peu en baisse quand même, mais de gros chiffres, des cambriolages, des braquages, des enlèvements avec demande de rançon. On se croirait dans un film américain, mais mal joué, pas de peul, quoi. Généralement. Alors, s'il y a une chose que toutes les banques, alors les banques du monde, s'il y a une chose que ces banques ont en commun, à part l'argent et les devises, c'est quoi, Daniel? Qu'est-ce que ça peut être? À part les agents sapés et puis sobrement en couleur sombre? À part les guichets? À part les cartes bancaires? À part l'argent, les billets, les pièces? Il y a une chose que les banques du monde entier ont en commun. Indice? Je ne sais pas comment... Bon, bref, on va y aller. Allons-y. La chose que les banques du monde entier ont en commun, c'est les cambriolages. Parce qu'en fait, elles se sont pratiquement faites toutes un peu volées. C'est ce qu'elles redoutent le plus aussi. Oui, elles redoutent ça. C'est leur préoccupation majeure, les braquages. Alors, on va faire aujourd'hui un petit tour d'horizon des braquages spectaculaires. Les braquages qui ont marqué l'histoire. C'est pas les braquages à la télé, là, les braquages à la sicilienne, tout ça, ça se passe trop joli. Ou alors les Casa del Papel et compagnie. Vous allez me parler de ça aussi? Non, Casa del Papel, c'est un... Je sais, c'est un film. On peut pas investir une banque pendant une semaine. Cinéma, hein. Dans la vraie vie, non. Non, c'est pas possible. Oh, vous voulez lancer un défi à qui? C'est possible, vous pouvez faire, hein. Non, c'est pas comme si on demandait de voir avant de croire. On a vu d'un film, on a tout. C'est bon, faut pas faire. Alors, le plus gros butin de cambriolage, je vais vous retrouver, je vais m'approcher de vous, là, de l'autre côté au plateau. Alors, le plus grand butin de cambriolage, Éléonore, c'est lequel? Ça, on ne va même pas dire que c'est un cambriolage, c'est un cambriolage d'une certaine finesse. Alors, ça se passe en Irak. Une certaine classe. Le 18 mars 2003, Saddam Hussein envoie son fils, donc Koussaï, à la banque centrale irakienne. C'était comme si quand je serais fort du Togo, j'envoyais mon fils à la banque. Voilà. C'est pas comme si tu as déposé l'argent là-bas. C'est-à-dire que c'est ton pays. Tu vas à la banque, tu dis à ton fils d'aller dans mon porte-monnaie, prendre l'argent. D'aller prendre $1 milliard en liquide. Parce que le lendemain, les forces américaines allaient intervenir dans le pays. Oh, donc je veux faire de la provision. Voilà. $1 milliard. $1 milliard de dollars. En fait, je vais vous expliquer ce que c'est qu'$1 milliard. 1 milliard, déjà, vous savez ce que c'est? C'est-à-dire qu'on met 10 fois, ça fait 1 million.
Et 1 million, là, on met ça combien de fois? 1000 fois. Ouais. On met, tu as vu 10 000 déjà une fois. Maintenant, on met 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Ça fait liasse comme ça fait 1 million. Mais c'est pas trop gros en même temps, c'est un truc comme ça. C'est 1 million. Maintenant, ils mettent... C'est bon. Chi! Mais on met 1 million là, comment? Combien de fois j'ai dit, ma? Tu as dit combien? 1 milliard? Ouais, ça fait... Maintenant, on va faire 10 millions, on va faire ça par lot de 10 milliards. Tu vois, ce qui est 1 million là, on met ça à 10. Ça fait 10 millions. Maintenant, 10 millions, le tas de 10 millions que tu as fait comme ça, c'est parce qu'on n'a pas l'argent qu'on ne va pas imaginer ça. Le tas de 10 millions que tu as comme ça là, tu l'imagines 100 fois. 100 tas de 10 millions. Ouais. Mais ce n'est pas un CFA. Donc, tu fais ce schéma et tu le reproduis 500 fois. Et tu vas là où tu habites de ta pièce là. Il n'y a pas de place. C'est plein déjà. Il n'y a pas de place. 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. En liquide. Oui. Et donc, les employés sont forcés donc, de transférer dans 3 camions, vous imaginez. Et gare, déménagement. 3 camions, donc 900 millions en dollars et 100 millions en euros. Alors que les vrais propriétaires Et attendaient. donc, le quart des réserves en devises de la banque centrale. Et donc, les 2 tiers de cette somme ont été retrouvés par la suite dans le palais présidentiel. Je ne comprends pas. C'est ça que tu appelles braquage? Non. Non, c'était pas leur argent. C'est pas l'argent du président et de son fils. Non, c'est l'argent du pays, c'est l'argent de la banque. En fait, c'est l'argent des citoyens. Enso? C'est l'argent des citoyens. Oui. Donc, puisque les forces américaines allaient débarquer le lendemain. Déjà, les banques vont, peut-être qu'on va bousiller tout ça, on va casser tout ça. Donc, Non, c'est autant même mettre pas l'argent en une question de sécurité. casser, c'est juste qu'eux, ils ne seront plus... Au pouvoir. Ils n'auront plus... La marge. Voilà, la marge. De manœuvre. Donc, c'est pour ça qu'ils envoient. Ils font réserve. Voilà. Et c'est ça que tu appelles braquage là? C'est un braquage. Oh Dieu. Oui, mais liste. Non, non, excusez-moi, c'est le braquage. On va appeler ça comment? C'est un braquage. Ça, c'est pas du braquage, c'est du vol, c'est du détournement. Non. C'est pas du braquage. Détournement, Braquage, Détournement, Sodia, braquage, ça veut dire qu'il faut que ce soit sous la violence qu'on mette fusil ou quelque chose Je comme ça. suis aussi étonné quand même que dans ce cas d'espèce, parle de braquage. on puisse parler de braquage. Terminé. C'est vrai que l'argent n'appartenait pas à celui qui a demandé. Mais ce n'est c'est un pas... prêt. Sodia, qu'est-ce que c'est qu'un braquage? Tant qu'on y est, qu'est-ce qu'on appelle braquage? Yo. Oui, le braquage... C'est qu'on braque? Non, oui, le braquage que nous distinguons généralement du vol à main armée. Donc, le vol à main armée, les agents, quelquefois cagoulés, pour permettre de ne pas se dévisager, munis d'armes blanches ou d'armes de guerre sophistiquées, ils font irruption dans un bâtiment et ils dépouillent les propriétaires de leurs biens. Ça, c'est le vol armé. Mais le braquage, souvent, c'est sur la route. Ok. Les gens armés, ils interceptent les véhicules, ou bien, comme on l'a vu quelquefois dans notre pays, les gens du retour d'une opération de retrait de fonds à la banque, ils les coupent en chemin et sous la pression de l'arme, ils leur retirent leurs biens, quoi. C'est ce que je veux dire, c'est ça le braquage. Donc c'est différent de vol à main armée. Oui. Le braquage, c'est sur la route. Vol à main armée. Mais si on me vole sur la route, avec main armée, c'est quoi? C'est braquage. Oui, c'est braquage. Non, non, là. Ça dit, Le braquage, tu vas pas... Vol à main armée, c'est chez moi à la maison, dans ma boutique. oui, on peut vous cambrioler. Le cambriolage peut être le vol à main armée. Vous êtes chez vous, des gens armés viennent et ils vous dépouillent de vos biens. Mais le braquage, c'est sur un axe donné. Peut-être vous quittez 5 axes pour Lomé et il y a des individus, des malfaiteurs qui vous coupent. Ils font arrêter le véhicule par tout autre moyen. Ils vous font sortir et ils vous arrachent votre sac. Il faut sous la menace, bien sûr, d'armes. Bien sûr. Donc,
le fossé n'est pas aussi grand, mais à notre niveau, c'est comme ça que nous distinguons. Donc, vol à main armée, cambriolage, braquage, tout ça là, ça veut dire quand même que moi j'ai quand même la criminalité. Voilà, j'ai quelque chose que quelqu'un a pris. Oui. C'est ça. Oui. Donc ça là, voilà, c'est pas braquage. Bon, ce n'est même pas vol à main armée. Ce n'est même pas... Puisqu'ils ne sont pas armés, ça peut être l'extorsion. Ils sont venus sous la menace. C'est sûr que... Non, ils n'ont même pas menacé. C'est extorsion. Donc comme ça, on va appeler... J'envoie... Si peut-être ils ont dit quoi? Ils les ont trompés que... Quand le président a appelé que tu n'as qu'à envoyer l'argent là. Et là, c'est l'escroquerie. Est-ce que c'est le président même qui réellement a envoyé? Oui, il a envoyé son fils d'aller prendre l'argent à la banque. Ça dépend de comment eux-mêmes ils fonctionnent depuis. Justement, si c'est... Ou bien, est-ce que c'est le président? Si c'est sa poche qui est là-bas depuis toujours, le braquage est où? Ou peut-être même il a envoyé des garanties, il a dit il a de l'argent. Il n'a même pas besoin de 10 garanties. Bon, je prends ça. Mais tu attendez, ils n'ont fait que exécuter un ordre d'une autorité, de la première autorité du pays. Braquage est où? Mais je ne comprends pas. Donc quand moi je vais être présidente dans ce pays, non, excusez-moi, mais arrêtez-moi ça. Non mais respectez l'autorité un jour. Comme ça, non. Toi, la fait de braquage, ceux qui ont classé ça là, il faut le dire. Que moi-même, je ne suis pas d'accord. Comme moi-même, non, je n'ai pas aimé du tout. Même pas un peu. Maintenant, et qu'on a retrouvé une partie des... Maintenant, quand on l'a tué... Les 2 tiers ont été retrouvés au palais. Le tiers... Bon, tout le monde s'est servi. Hein. Ça, c'est clair. Son fils même qui a pris là. Oh. Mais il avait tout cet argent et puis on a encore tué. Comme quoi l'argent ne sauve pas toujours les vies. Hein. L'argent, c'est pas gilet par balle. Même gilet par balle, tu peux l'avoir et mourir par balle. Donc c'est le plus gros butin donc de... Butin, oui. Bon, en même temps, moi, ce cambriolage, reste à voir encore. Bon, maintenant on va parler du cambriolage le plus efficace. Oui, le plus efficace, donc, c'était à Londres en 1990. C'est un certain John Goddard qui doit livrer donc des bons du trésor à la Banque d'Angleterre ou à des sociétés de crédit immobilier ou d'épargne. Donc, en fait, ces bons sont comme des billets, c'est comme de l'argent, mais ce n'est pas de l'argent, en fait. C'est juste des bons. Mais qu'on peut convertir après. Voilà, qu'on peut convertir après. Donc, il s'est fait braquer lors d'une livraison dans une petite rue par un individu qui était juste armé d'un couteau. Et la personne s'est emparée de son sac qui contenait environ 292 millions de livres. Donc, ça fait 348 millions d'euros. C'est ce que la... Est-ce qu'on a dit, quand la personne a pris, elle est partie vers où? Tu connais l'adresse? C'est en 90 que ça s'est passé. Gala Kotoé, ça ne peut pas finir comme ça. Aussi, hein. Non, la personne a pu voler des bons de trésor avec juste un couteau. Oui. Autanté, ma chère. Mais ce n'est pas des choses à tenter, ça. Tantôt vivant. Donc la police soupçonnait quand même un individu, c'était un Patrick Thomas, qui était un petit escroc de la ville. Mais il a été retrouvé mort d'une balle dans la tête en décembre 1991 avant d'avoir pu être interrogé. Et l'autre qui était soupçonné a écopé de 6 ans et demi de prison. Soupçonné seulement? Ou bien ils ont pu établir les faits vraiment? En fait, il avait les bons. Il avait certains bons avec lui et il les a blanchis. Donc, si ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui a donné. Que c'est lui qui a fait le cambriolage. Mais il était quand même en possession. Il était quand même en possession des... Peut-être que c'est quelqu'un de leur syndicat qui lui a donné. Mais lui va payer un peu. Peut-être même que c'est lui. Mais ils n'ont pas trouvé tous les bons. Non, ils n'ont pas... Tous les bons n'ont pas été retrouvés. Les gens s'assoient et puis réfléchissent à comment voler. C'est pas facile aussi. Hein. C'est dangereux. Donc 6 ans de prison, 6 ans et demi de prison. 6 ans et demi de prison. Bon, pour avoir blanchi. Là, ce n'était pas pour avoir volé les bons, c'est pour avoir blanchi ceux qu'il avait à son niveau. Mais on ne sait pas si c'est lui qui a volé. Donc à ce jour, on n'a pas retrouvé le voleur. C'est seulement ceux qu'il a blanchi. Voilà. Le plus efficace, c'est vrai. Alors on va parler du cambriolage le plus sophistiqué de l'histoire. C'était en Belgique en février 2003. Les événements se passent donc à Diamond Center d'Anvers,
Donc, ce sont des braqueurs italiens qui parviennent à s'emparer Italiens, vous voyez, non? de diamants, d'or et de bijoux dans 123 coffres sur 160. Wow. Ils avaient le temps. Attends. De tout le pays? Ou comment? Ah non, dans le centre là-bas. Dans la banque, 123 coffres sur 160. Ils ont pu prendre les bijoux, les diamants. Bijoux, oui. En combien de temps? On ne dit pas le temps qu'ils ont pris pour faire l'opération, mais ils ont pris 3 ans pour préparer le coup. Ouais. Ils ont pris 3 ans pour préparer le coup. Donc, tout ce qu'ils ont volé avait une valeur de 73 millions d'euros plutôt. Ils n'ont pas pu faire comme en Irak. 73. Donc, mais le système de sécurité était très efficace. C'est pour ça qu'ils ont pris du temps quand même pour étudier le système pendant 3 ans avant de... Voilà. Mais... Donc, c'est le cerveau de l'opération qui a été arrêté. Oh mince, comment tu as fait? Arrêté, condamné en 2005 à 10 ans de prison. Il va rembourser ce qu'il a volé, mais après 10 ans, il peut jouir de son bien à Hawaï et compagnie. Non, mais on n'a pas dit. Ils étaient 4, donc ces 3 autres complices ont écopé de 5 ans d'emprisonnement. Mais le butin n'a jamais été retrouvé. Oh! Non, ils n'ont pas retrouvé. Le butin n'est pas retrouvé. Non, mais ils vont faire la prison et puis après. Est-ce que c'est normal cette affaire-là? Tu voles et puis tu fais que la prison et puis après tu peux planquer les sous quelque part. Il y a des gens qui ont volé des bijoux et ils les ont coulés dans du béton. En fait, c'était leur cachette, ça. Donc, quand ils vont sortir de prison, ils vont venir récupérer. Ce film-là, Un flic à Miami, vous avez vu, il a caché son diamant dans un immeuble. Et l'immeuble, à sa sortie de prison, l'immeuble est transformé en commissariat. Oui. Là. Il fallait qu'il vienne récupérer. Il s'est transformé en flic. C'est pas la peine. Non, c'est possible. Si les enquêtes, on a eu des preuves attestant quand même qu'il a commis l'acte, mais on n'a pas eu à retrouver les biens, les saisir. S'il a pu soigneusement les dissimuler quelque part, après avoir écopé sa peine, il en jouit. Quitte à le suivre de près pour voir, parce que si vous sortez, vous êtes un repris de prison. Vous n'êtes pas encore, justement, là on vous suit. Parce que c'est vrai, il faut la réinsertion, il faut un temps pour que vous intégrez la société et commencer par exercer une activité décente et acquérir des biens. Mais vous sortez de la prison, vous n'avez pas encore réintégré votre emploi et après on vous voit avec une grosse cylindrée. Alors, la police peut intervenir? Parce qu'on n'est pas jugé deux fois. Non, le procureur est là, on saura comment. Ça dit, il y a des soupçons. Par exemple, on peut dire que déjà le procureur peut s'être saisi d'office et voir si l'activité qu'il exerce est licite. On peut chercher à voir la provenance des fonds qu'il a. C'est bien, il les a acquis comment? Héritage. Il suffit d'héritage. Mais on peut remonter, tes parents ont quoi? Ils t'ont légué quoi? Si c'est une fondation, il suffit juste d'apporter les preuves et puis c'est fini. Mais il y a des crimes, quand même. Tu attends la prescription, qui te dit que tu ne vas pas mourir avant la prescription. C'est long comme ça. Donc, si quelqu'un vole et dépose et va en prison, ou bien vend de la drogue, a de l'argent, dépose, va en prison, il sort. Il ne peut pas commencer immédiatement par jouir. Là, le procureur peut encore se saisir. Ce n'est pas un conseil que je lui donne. Mais si tu as caché le bien volé, tu ressors de la prison. En un rien de temps, tu mènes une vie de pacha. Il est habitué à ça. Il est habitué à ça. Donc, il amène les regards sur lui. On peut toujours se saisir de son dossier et vérifier ce qu'il en est. Même, je pense que... Et c'est le début d'une autre enquête qui est ouverte. Vous avez déjà jugé le cas là? Ce n'est pas le même cas. C'est le même cas, c'est le même argent. Ce n'est pas le même cas. À partir du moment où on ouvre une nouvelle enquête, on oublie cela. On ne fait plus référence à ça. Peut-être des indices peuvent ramener à la main. Vos yeux dans mon sorcellerie. C'est quel genre de sorcellerie? La manière dont il s'est bien pris pour dissimuler les biens et ne pas se faire saisir ses biens. Et il a fait écoper sa peine.
c'est avec la même intelligence qu'ils devraient procéder pour... Normalement, on doit leur faire payer, même si on ne retrouve pas les biens, tant que les faits, la culpabilité est établie, tu fais ta peine de prison et tu payes, tu rembourses. On doit faire rembourser. Oui, par exemple, comme ça, si tu dois rembourser, après, à ta sortie de prison, si tu n'as pas remboursé, à ta sortie de prison, si tu mènes une certaine vie, on saisit tout ce que tu as pour que... Je pense qu'il doit y avoir quelque chose comme ça. Parce que sinon, les gars là vont tricher la société. Ça dépend des peines. Il y a certaines peines, on saisit vos biens. Dans ce cas d'espèce, lorsqu'on n'a pas pu réussir à saisir le bien, vous l'avez dissimulé, à votre sortie, vous en jouissez, on va voir le temps de votre sortie, ce que vous avez fait pour posséder. Parce qu'en temps, vous n'aviez aucun bien. Vous n'avez aucun bien pour qu'on puisse saisir. Maintenant, par quelle alchimie... Saisissez tout ça, saisissez moi le ciel a toujours été... bon envers vous, clément envers vous. Mais la manne, c'est dans la Bible. Hein. La manne, depuis un moment, ça ne tombe plus. Moi-même, j'ai pris jusqu'à... On peut toujours chercher à voir ce que vous faites. Tu vois, non? C'est simple. Allez, on va parler du cambriolage le plus artistique. Comme quoi, là, c'est dans toute chose. Arrêté en 1990 à Boston, les deux voleurs sont déguisés en policiers. Et ils convainquent les agents de sécurité de les laisser entrer dans le musée. C'est un musée. Et quand ils rentrent, ils neutralisent les deux agents de sécurité. Et ils ont le temps de choisir... La plus chère des œuvres. Pas la plus chère, les plus chères. Les plus chères des œuvres. Parce qu'ils ont eu 1h21. Ils ont pris 12 œuvres d'art estimées à 218 millions d'euros. Wow. Les tableaux n'ont jamais été retrouvés. Et, mais ils ne peuvent pas vendre ça non plus dans le sécu officiel parce que ces tableaux sont fichés. Tu exposes ça quelque part, bon, c'est des biens dont ils vont jouir difficilement. Et on ne savait même pas qui avait fait le coup. On ne sait même pas qui. C'est en 2013, donc soit 23 ans après les faits, que la police est parvenue donc à identifier les responsables du vol, mais il y avait déjà prescription. Purée, en fait, ils vont se balader dans la rue. Ils ont déjoué le système de sécurité. Les caméras ne les ont pas vues. Donc, en fait, ils ont eu le temps. Quand ils ont fini, ils ont pris la vidéo. Les enregistrements vidéo. Donc, c'est juste les détecteurs de mouvement qui ont pu renseigner leurs policiers sur le parcours qu'ils ont fait dans le musée. On n'avait pas... Rien. Donc, comme ça, c'est fini. C'est fini. Mais ils peuvent sortir les tableaux maintenant, alors, comme la première prescription. Non, mais ces tableaux-là, ils les ont vendus depuis dans le marché noir. Dans le marché noir, c'est pas... Il paraît que le micro de Léonard fait un bruit. Bon, bref. Il y a ces collectionneurs-là qui n'achètent que dans les marchés noirs. Alors, Sodia, si un jour on retrouve ce tableau, une de ces œuvres volées chez quelqu'un, on pourra saisir ça? Bien sûr. C'est un acquéreur de bonne foi. Hein? Non. Il va établir sa bonne foi. Sinon, au départ, c'est un receleur. Oui. Il est receleur et il est puni de la même peine que l'auteur principal. Prescription. Mais si je ne sais pas que ça a été volé. C'est ce que je dis, que vous établissez votre bonne foi. Quand tu as acheté au marché noir, ces œuvres-là, est-ce qu'un individu peut d'abord le prix auquel vous l'avez acheté là, la valeur du tableau. Je ne connais même pas la valeur. Quitte ici, on va parler du cambriolage le plus souterrain. C'était à Nice en 1976. Les gens en ont beaucoup parlé. C'est un gang qui est parvenu donc à s'introduire dans la salle des coffres de la Société Générale en passant par les égouts. Puis un tunnel de 8 mètres de long qu'ils ont creusé eux-mêmes à la main pendant 3 mois. Donc une fois qu'ils sont entrés dans l'établissement, il n'y avait pas de système d'alarme en 1976, c'est normal. Il n'y a pas de système d'alarme, donc ils ont fracturé 371 coffres et sont repartis avec 50 millions de francs, soit 31 millions d'euros aujourd'hui. Donc le cerveau Albert Spaghiari a été arrêté en octobre de la même année. Oh, Dieu sait. Mais il est parvenu à s'échapper. Mais il est finalement mort en 1989 sans jamais être passé par la case prison. Et le butin aussi n'a jamais été retrouvé. C'est pas la peine.
Il est sauvé par la mort. Il est sauvé par la mort. Non, c'est méchant. Non, c'est méchant. Comment on peut dire ça? Il est sauvé par la mort. Oui. C'est la plus lourde peine qu'il puisse avoir. La nature lui a infligé une peine. Comment on dit? Il est sauvé par la mort. Puisque après tout, vous avez dit qu'il est mort sans passer par la case prison. C'est là-bas qu'il devrait périr. Il est sauvé par la mort. Oui. Le plus geek des cambriolages. Donc là, vous comprenez que ce n'est pas des gens qui sont allés avec des armes cambrioler des gens. Donc ça se passe en 2013. 7 personnes sont écrouées à New York pour des braquages d'un nouveau genre. Donc en fait, ce sont des hackers qui appartiennent à un réseau mondial. Des hackers qui sont dans environ 26 pays responsables de piratage de systèmes informatiques de groupes bancaires. Yes. Donc la méthode est simple. Ils piratent les numéros et les codes secrets des cartes prépayées. Ils suppriment le plafond de retrait. Mon Dieu. Et puis ils retirent comme... Ils retirent de l'argent dans le monde entier. En fait, vous pouvez être à Lomé et on retire de l'argent... Sur mon compte aux Seychelles. Voilà. Au Tadjikistan. Voilà. Et la première opération, ils l'ont faite en 2012 avec une banque des Émirats. Ils ont pris 5 millions de dollars. Et la seconde, c'était une banque d'Oman. Ils ont pris 40 millions de dollars. On voit comment ils sont montés en puissance de 5 millions à 40. On les a... Oui, ils ont été... Vous ne vous amusez pas à ça. On va vous prendre, oui. Interpol, voilà quoi. Les enquêtes. Vous avez comme l'impression des fois que rien ne se fait. Oui. Mais il y a des gens quelque part qui ne dorment pas. Vous dormez tranquillement, mais eux, ils travaillent sur vous. Bon, s'ils disent ça, ils vont donner des idées aux gens. Mais je vais quand même dire, ceux-là, ils ne sont pas super intelligents. Moi, à leur place, je ne vais pas prendre des sommes aussi. Non, moi, comme on a dit, je peux prendre dans tout le monde entier. Non, je prends un franc, un franc. Les gens ne vont même pas sentir ça. Mon commissaire, ça dépend de l'opération que vous voulez faire. Intéressez-vous à ces garçons, s'il vous plaît. Il faut fouiller. Justement. Fouiller dans ces affaires. Mais pas sur le plateau. Fouiller dans ces affaires. Son raisonnement, déjà, il nous montre qu'il est dans les réseaux. Il est suspect. Merci. On va s'intéresser à lui en dehors du plateau. Un suspect. D'accord. Intéressez-vous à lui. Merci bien. Allez, on va parler de la casse postale. Oui, c'était en 1997 à Zurich. 5 hommes qui étaient déguisés en postiers. Ils sont débarqués d'une camionnette des services postaux et ils ont braqué un bureau de poste. Ils se sont fait remettre 53 millions de francs suisses et se sont enfuis. En fait, ils ne sont pas arrivés avec des armes. C'est comme les gars de la banque qui viennent prendre l'argent, qui viennent retirer l'argent les soirs. Ou des services, oui, des soins, oui. Voilà, donc 53 millions de francs suisses, ils se sont enfuis et ils ont laissé sur le trottoir des sacs de billets. Ils ont laissé sur le trottoir? Oui. Quand on les a arrêtés, en fait, ils ont dit qu'il manquait de place. Dans la voiture pour tout charger. Il manquait de place dans la voiture pour charger tous les sacs. Il y avait certains sacs avec des billets sur le trottoir. Donc quand on les a rattrapés, on ne va pas tout trouver. Ils vont justifier qu'en fait, à nous, ils n'ont pas tort. Qu'elle a besoin de laisser parce que la voiture était pleine déjà. Ce qui est sur le trottoir, les agents de police l'ont pris. C'est pas la peine. Et on va finir avec... Non, mais sérieux. On va finir avec le braquage le plus malchanceux de l'histoire. C'est quoi? C'est en France, c'est 2 braqueurs qui débarquent dans un McDo. McDo? Oui. C'est pour braquer combien? McDo, quand même. On te parle de banque, tu me parles de McDo. C'est dans une petite ville. Donc, ils ont trouvé seulement la petite ville là-bas, fait braquage. Ils ne sont pas ambitieux. Ils avaient des fusils, donc ils ont tiré au plafond. Ils se sont emparés de la caisse. Mais ils n'avaient pas prévu quelque chose. Il y avait une équipe du GIGN qui était de retour de mission. Et donc, ils ont décidé de s'offrir des burgers. Oh non! Oh non! Non! Ils étaient habillés en civil, mais ils étaient armés. Et bon. Oh non! Voilà.
Et dans la suite, on peut la deviner. Il y a un des voleurs qui a été blessé. Et c'est ça vous appelez Et l'autre malchanceux. est C'est chanceux. Ça dépend avec sa position. D'accord. On parle de Cabra, donc Cabra, pour eux, ça ne peut qu'être malchanceux. Il y a un braquage, par exemple, qui a eu lieu à Berlin où le braqueur était malentendant, je vais dire, ou bien sourd. Mais c'est Donc, curieux. quand les agents de la banque s'en sont rendus compte, ils ont activé l'alarme, ils ne savaient même pas. Ensuite, on est venu le job comme ça. Ils ne savaient même pas qu'il Ils y ne avait savaient l'alarme. même pas que l'alarme a été activée, puisqu'il n'entend pas bien. Oui. Il est venu avec son fusil. Non, mais les gens sont... Hein. Donc, en fait, on lui a posé, la personne lui a posé une question. Et il n'a pas répondu. Il a répondu, c'était... La réponse n'avait rien à voir avec la question. Quand il a posé la question, il répond, c'est une vraie arme, je vous dis. Ah, donc, il n'avait que cette phrase. Sûrement même que l'arme était factice. C'est sûr. Voilà, donc, quand la personne a compris qu'en fait, il n'entendait pas bien, il a activé l'alarme et puis ils sont venus le prendre. Il y a un autre aussi qui est rentré dans une maison, il a volé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est endormi. Dans la maison, avec le butin. C'est dans une maison africaine. Non. Ou alors, la maison de blanc, là, il connaît quelqu'un, il a des origines africaines. Non, mais sérieux. Oui, il s'est endormi sur les lieux. C'est la femme de ménage qui l'a retrouvé. Elle a appelé la police. Oh non, est-ce que tu m'as vu voler? Non. On t'a vu voler, De c'est toutes chez les toi. façons, il est en train de infraction. Tu viens chez les fois dans la maison de déjà, quelqu'un. Avec... C'est comme au début de Corona, là, les braqueurs en Afrique du Sud, là. Ils sont allés braquer un magasin d'alcool parce que l'alcool était interdit dans le pays à l'époque. Bon, ils voulaient partir avec des bouteilles. Mais avant de partir, comme on est là, on n'a qu'à boire un peu. Et puis, pour aujourd'hui, on va boire. Comme ça, ce qu'on va prendre, on va boire ça plus tard. Ils boivent et puis ils dorment. Ils sont saoulés, ils sont restés dans le magasin. On est venu les chopper le lendemain. Il n'avait pas prévu ça. Non, mais sérieusement, quoi. Sérieusement. Il y a des braquages à la con ici aussi, comme ça, dont vous avez écho. C'est pour ça que je souriais, parce que chez nous, nos braqueurs sont très intelligents. La plupart du temps, ils n'opèrent pas au vieux, au sud de tout le monde. C'est pour cela d'ailleurs que nous appelons généralement la population à coproduire la sécurité avec nous. Le braqueur, les malfaiteurs, lorsqu'ils voient un homme en tenue quelque part, il va différer son action. Yes. Il va différer son action, reporter l'action. Mais là où il sait qu'il n'y a pas un corps habillé, il n'y a que les civils, il commence ses actions. Et c'est là que nous demandons à nos concitoyens, il y a des numéros verts un peu partout, ils ont des contacts, ils n'ont qu'à appeler pour que nous puissions intervenir. Sinon, au Togo, des cambriolages à la con, ce n'est pas évident. On souffre avant de les démanteler, donc ce n'est pas aussi évident. C'est ça. Et dans le bilan du ministre, la fois dernière, ça a bien relevé que c'est avec quand même l'accompagnement, la collaboration de la population que de nombreux réseaux ont été démantelés. Justement. Ouais. La population joue un rôle. Quand vous êtes dans un quartier et que vous voyez, oui, c'est vrai, hein, il y a des riches aussi, hein, nous quoi, je rigole, qui sont là, qui mènent une vie, c'est pas forcément les sectes ou bien le braquage, mais il y a quand même des éléments des fois qui interpellent. Oui. Il y a des gens dans le quartier, un gars qui ne travaille pas, il ne fait rien, les jeunes l'appellent boss, c'est lui qui crée le mouvement, il est à la maison, il sort des fois, c'est-à-dire que dans sa vie-là, on ne sait pas ce qu'il fait, c'est pas de la médisance, mais tant que votre intuition vous dit qu'il y a un truc qui ne va pas, interpeller les Vous imaginez, agents. lundi dernier, je revenais de l'hôpital, je suis allé faire des analyses, je revenais, il était 9h30. Dans un bar, il y avait encore des gens dans le bar en train de boire, danser, et il y avait le DJ. C'est depuis hier, hein? Oui, le DJ était encore là en train de les chauffer. C'est-à-dire ils sont un groupe de 6 à 8 personnes comme ça, en train de boire au bord de la grande route. Hein, c'est pas, j'ai dit, à 9h30 lundi matin, je me suis demandé qu'est-ce qu'ils font comme travail pour avoir de l'argent et ne pas aller au boulot un lundi matin, venir rester dans un bar et boire, quoi. C'est... Wow.
Au fait, comme vous l'avez dit, depuis quelques années déjà, le ministère de la Sécurité s'est inscrit dans une nouvelle dynamique sécuritaire, une nouvelle approche qui est la police de proximité. Et les fondamentaux de cette approche, c'est la collaboration avec la population. Vous savez, les malfaiteurs, ils ne vivent pas dans la mer ou ni dans le ciel. C'est dans un quartier, c'est dans un quartier, c'est dans une maison. Alors, par exemple, pour le cas dont vous parlez, souvent, c'est des braqueurs après une opération, ils se retrouvent pour se partager le butin et quelquefois, la mésentente naît entre eux. Ils se bagarrent, ils font du n'importe quoi. Il faut les dénoncer. Les forces de l'ordre peuvent venir les prendre. Ils ont ce droit pour faire ce qu'on appelle la vérification d'identité. En le faisant, on peut tomber sur des pistes. Tu vois. On peut tomber sur des pistes. Dans un quartier, il y a un monsieur, il est là, et aux heures de service, lui, il est encore au lit. Quand tout le monde va à ses occupations, vous revenez, c'est à 19h que tout le monde est là, à 20h, 21h que lui va au service. Et il revient il n'est pas agent de sécurité. 2h du matin, et vous remarquez que souvent, il change de moto, souvent sans plaque. Et les visites, les camarades qui viennent chez lui, là, c'est des gens... Pas trop nets et autres là. Ce n'est pas de la médisance comme vous l'avez dit. Il faut saisir une unité de sécurité publique la plus proche et ils sauront comment gérer cette situation. C'est la dénonciation qui va nous permettre de démanteler ces réseaux parce que nous ne charlatons pas non plus. C'est ça. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, partout où nous sommes, il fuit. Notre présence les éloigne un peu plus. Donc, c'est la population qui devrait être là pour nous accompagner dans cette lutte-là contre la criminalité. C'est clair. Alors, c'est quoi ces numéros-là? Je ne sais pas, vous les avez ou bien la police secours simplement, puis ça peut nous orienter? Le 10-15 est là. Le 10-15. Le 117, le 12-60. Est-ce que c'est fonction de la région, de la zone, ou bien on peut toujours appeler? Non, n'importe. Par exemple, le 115, le 115, le 117, le 117, partout où vous êtes, à Kpalimé, par exemple, vous appelez 115, ça va sonner dans la brigade de gendarmerie de Kpalimé ou au commissariat de police. Quand ça sonne et la gendarmerie n'a pas pu décrocher, attends, la police décroche. Oh, ça sonne simultanément dans les deux postes? Parce que c'est des cas d'urgence, celui qui décroche, il va se rendre sur le terrain. 115, vous avez dit. Et c'est un numéro vert. C'est-à-dire que si tu as crédit, même si tu n'as même pas crédit, tu peux appeler. Le 1260 ou le 1261, c'est national depuis DAPA, vous appelez, ça tombe à la direction générale de la police. 1260 ou 1261. Oui. C'est des numéros qu'il faut, moi j'enregistre en même temps. Restez là-bas, n'enregistrez pas. Donc, ces numéros sont là. Bon, j'ai les numéros, ne me visitez pas. 1260. 1261. Et 1261. Bon, j'enregistre ça au moins. 117. Avant nos vieux, enregistrons vivant. Parce que ça sert. 1260, 1261, 115. Signaler quoi? Signaler. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que la personne, elle est gentille, elle vient, elle fait des petits cadeaux à vos enfants, elle vous donne des de petits sous aussi pour acheter votre conscience, tout ça. Rien ne dit que la même personne ne vous cambriolera pas demain, ne vous volera pas demain, parce que ces gars-là, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ce message, nous le lançons beaucoup plus à nos camarades conducteurs de taxi-moto, parce que eux, ils sont un peu partout, tant dans la nuit que dans la journée. C'est eux qui prennent les honnêtes citoyens dans leur déplacement, c'est eux qui prennent aussi les malfaiteurs. Donc, si à minuit, vous avez remorqué quelqu'un qui avec des écrans télé, au lieu qu'il aille à la maison, c'est dans une grande clôture quelque part qui vous oriente, vous le déposez là-bas, c'est suspect. On achète une télé. Ta moto pour acheter. Donc, dans ce cas, vous retournez là.
Vous signalez à la police, vous pouvez les orienter, leur indiquer l'endroit, ils sauront comment ils vont procéder pour voilà, comme ça, même les cambrioleurs nous suivent aussi, hein. Ils doivent me montrer aussi. Ils doivent me dire, la fille là, ou bien le soldat là. Non, pardon, chacun fait son travail. Chacun fait son travail. Hein. Pour vous, là, c'est ça que vous faites. Pour moi aussi, c'est ça que je fais. Hein, chacun n'a qu'à faire son travail. D'accord? Et puis le policier aussi va faire pour lui. Attraper. Allez, de la cambriolage, tout ça, ça parle de sécurité. Mais il y a une autre sécurité, celle sur la route, avec aussi des criminels et des délinquants de la route, toujours, qui font des dégâts. On vous propose de suivre ce sujet reportage. C'était jeudi, quand le ministre présentait ses services, présentait un peu le bilan de l'année dernier semestre de 2020. Quant à la sécurité routière, vous allez voir quand même, les chiffres sont impressionnants. La criminalité a connu une relative baisse au second semestre de l'an écoulé. Malgré toutes les dispositions sécuritaires mises en place par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, des cas de braquage, de vol à main armée, d'enlèvement, de cambriolage ont été constatés par les forces de l'ordre et de sécurité. Ces faits de criminalité ont occasionné des morts, des blessés et des pertes matérielles énormes. Nous avons comparé le premier semestre de 2020 et le second semestre 2020 également. Braquage 33 contre 26, donc moins 7. Donc il y a moins de braquage au second semestre par rapport au premier semestre de l'année 2020. Les meurtres et lynchages sont les victimes d'homicides volontaires ou involontaires et les présumés voleurs qui sont pris en flagrant délit par les populations et lynchés à mort avant l'intervention des forces de l'ordre. Les enlèvements suivis de demandes de rançon ont lieu en milieu peul et les victimes sont souvent les éleveurs peuls ou membres de leur famille. À cela s'ajoutent les cas de suicide et les découvertes de cadavres. Plusieurs tentatives ont été déjouées par les forces de l'ordre et de sécurité. Elles ont neutralisé et démantelé des réseaux criminels. Pour le démantèlement des réseaux, il y a eu 9 cambriolages qui ont été appréhendés dans la période du 4 au 13 août 2020. 5 voleurs de motos le 25 août 2020. 3 braqueurs, 2 étrangers et un Togolais par la police nationale le 20 septembre 2020 avec le précieux concours de la population à Bagueda. La perquisition a permis de trouver 2 fusils AK-47, un fusil à pompe, 2 pistolets automatiques, 35 chargeurs de AK-47, 713 munitions de 7,62, 62 munitions de 12 mm et saisi 2 voitures. Le cannabis, 2688,088 kg ont été saisis. Autres produits illicites saisis, les médicaments illicites, 6137,39 kg. Au total, 11 750 litres de carburant frelaté ont été saisis par les services de sécurité de façon générale. Le ministère en charge de la sécurité ne faiblit pas. Il s'engage à renforcer ses dispositifs pour dissuader les réseaux criminels et accentuer ainsi la lutte contre l'insécurité dans le pays. La sous-région, elle est très vulnérable, elle est très sensible aujourd'hui en matière de sécurité. Nous avons la chance, Dieu continue pas à nous protéger, mais il faut que nous continuions aussi à travailler dans ce sens pour éviter à notre pays ce que les gens vivent ailleurs. Aujourd'hui, l'essence, le litre est à 425 à la pompe. Et puis pour non seulement protéger l'engin, mais pour éviter les conséquences fâcheuses aussi, il vaut mieux aller à la pompe que de vouloir acheter. Et ça, un travail doit être fait aussi en amont, c'est-à-dire aux frontières, les coins par lesquels ce carburant rentre, nous allons prendre des mesures pour éviter. La sécurité est une affaire de tous. Les forces de l'ordre et de sécurité invitent les populations à une étroite collaboration afin de mettre hors état de nuire les criminels de tout genre.
Alors, c'était donc le sujet sur le point sur la criminalité. On va suivre à présent celui que je lançais en fait précédemment, le point sur la sécurité routière. 2020, 53 morts. Des courbes qui illustrent l'évolution de l'insécurité routière au deuxième semestre 2020 au Togo. 4503 accidents sont enregistrés par les forces de l'ordre et de sécurité pour 335 morts et 5780 blessés. En moyenne, 56 personnes ont perdu la vie par mois au cours du dernier semestre. La tendance est à la hausse par rapport au semestre précédent. La situation est préoccupante. Les accidents dans lesquels les motos sont impliquées ont occasionné 235 morts, soit 70,15% des décès. Les piétons, 53, soit 15,82%. Les véhicules légers, 28 morts, soit 8,36%. Et les poids lourds, 19, ça fait 5,67%. Et on envisageait une baisse, mais malheureusement, on a plutôt enregistré une hausse. Pour le second semestre, nous avons enregistré 4503. La différence, plus 1876. La route continue de tuer. Principale cause évoquée, le non-respect du code de la route. L'excès de vitesse. Il y a aussi la conduite en état d'ébriété ou sous l'influence de substances psychotropes. Le non-respect ou l'absence de dispositions de sécurité, casque, ceinture de sécurité, siège auto pour enfants. La distraction au volant en raison de l'usage de téléphones portables et le non-respect du code de la route. Ces causes sont relevées au cours des constats. Lorsqu'il y a un accident, que les forces de police ou de gendarmerie se déplacent sur les lieux pour les constatations. Donc la situation des sanctions infligées au personnel des forces de sécurité indélicat se présente comme si pour toute l'année 2020, au total, 225 personnels des forces de sécurité répartis comme si 88 policiers et 137 gendarmes ont fait l'objet de sanctions. Modernisation des infrastructures routières, mobilisation des moyens humains et matériels pour sensibiliser les usagers de la route. Le gouvernement est à l'œuvre pour réduire les risques d'accidents sur les routes. En dépit de ces efforts, le mal persiste. L'exécutif ne compte pas baisser les bras. Et la remarque, c'est que 70% de ces accidents, 70% de ceux qui trouvent la mort sur la route, c'est nos compatriotes motocyclistes. En tout temps, le gouvernement avait tiré la sonnette d'alarme en instaurant le permis de conduire pour moto. Malheureusement, la pandémie est venue freiner ce projet. Mais ce projet va revoir le jour dans les semaines à venir. Mais je voulais profiter et dire aux motocyclistes de ne pas attendre qu'on commence par sanctionner avant de chercher à passer le permis. La plupart des engins à 4 roues, parfois c'est la visite technique qui fait défaut. On a aussi des camions, parfois quand vous êtes derrière, vous ne savez même pas si c'est un éléphant ou c'est un véhicule qui roule. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui signale que vous avez un véhicule qui progresse dans la même direction que vous. Nous avons instruit la division de la sécurité routière, les amender, les immobiliser. La sécurité est une affaire de tous. Les forces de l'ordre et de sécurité invitent les populations à une étroite collaboration afin de mettre hors d'état de nuire les criminels de tout genre. De la fêtière des transporteurs. C'est ça, on fait le point, c'est triste. Hein? C'est complètement triste qu'on ait eu cette évolution. Moi, j'ai pensé que avec le couvre-feu en fin d'année, ça aurait réduit quand même. Ou alors, n'est-ce pas, en décembre, normalement, les chiffres doivent avoir baissé, non? Oui, nous avions tous suivi l'élément. Les chiffres sont alarmants. Oui. Les chiffres sont alarmants, contrairement à l'attente de tout le monde, avec toutes les dispositions, toutes les mesures prises, surtout en cette période de fin d'année, le couvre-feu et tout. On a pensé que la courbe devrait être à la baisse, mais on a vu une hausse. Ce n'est pas aussi étonnant
parce que c'est le comportement humain qui est au centre. Oh, on est têtu là. Nous avons enregistré, comme on l'a dit, 4503 accidents qui ont occasionné 35 morts. 35 morts. Juste c'est beaucoup. Pour les 6 derniers décembre. mois. De juillet, du 1er juillet au 31 décembre 2020. Nous disons on dit 56 morts par mois, je crois. Oui, lorsqu'on fait la moyenne, ça fait 56 morts par mois. C'est de trop. Hein? C'est de trop. Et nous l'avons tous vu. Ceux qui sont morts à dos des motos, c'est-à-dire les morts occasionnés par les deux roues, représentent environ 70%. C'est de trop. Les causes, le ministre l'a déjà évoqué. Ce qui est étonnant, c'est récurrent. C'est les mêmes causes. À chaque fois. C'est vrai, traditionnellement, quand nous faisions l'épistémologie des facteurs de risque des accidents, nous parlons de facteurs techniques, facteurs humains, facteurs environnementaux. Mais aujourd'hui, je me permets de dire que ces facteurs-là sont révolus et se résument aujourd'hui seulement aux facteurs humains. Parce que dans le facteur technique, nous allons parler des pannes techniques, du défaut de visite technique, le système de freinage, la pneumatique de certains engins qui ne fonctionnent pas et autres. Mais ce n'est pas l'homme qui devrait amener son véhicule à la visite technique. Ce n'est pas la voiture même qui va aller, c'est vrai. C'est le facteur humain. C'est l'homme qui est encore au centre. On va parler de facteurs environnementaux que l'état des routes et autres. Aujourd'hui, nous tous, nous le constatons. De nouvelles routes sont construites. Et celles qui sont dégradées ont été réaménagées. Mais c'est plutôt ces routes, l'état neuf de ces routes qui occasionne encore davantage d'accidents. Donc ce facteur environnemental-là, il est où maintenant? C'est l'homme qui est au centre. Puisque là où il y a les nids de poules et autres là, il faut adapter sa conduite, adapter la vitesse. Donc en résumé, je dis que c'est l'homme qui est au cœur de tout ça là. C'est le facteur humain qui est prépondérant. C'est pour ça que nous lançons encore l'appel à tous les usagers de la route à faire preuve de prudence sur la route. Les causes, l'excès de vitesse. L'excès de vitesse, c'est de trop. On doit rouler à combien? Pour rappeler en agglomération, c'est 30 km à l'heure. Oh, tu allais 30 et alors 40. C'est 30? Bon, vous voulez ce qui vous arrange ou bien vous voulez qu'on vous dise ce qui doit se faire. C'est 30. Ce n'est pas parce que vous êtes en retard pour le service. Même 40 là, non, il y a quand même des voitures, tu démarres, la voiture même part et puis ça se stabilise à 60. C'est bizarre, hein? C'est ce que je dis, que c'est l'homme qui est au cœur de tout ça. Donc c'est 30 Moi, je n'ai pas encore vu quand même un véhicule qui part comme ça. Tu veux m'amener où en fait, ce qui vient d'arriver, en français facile, on dit, ça lui a dépassé la bouche. Non, mais sérieux, c'est 30 km/h? C'est 30 km en agglomération. Mais qu'est-ce que nous voyons? Nous avons... Ah bon? Mais vous prenez au niveau du boulevard du 30 août, là, vers Casablanca, on a mis un radar fixe. Oh, c'est danger. Pédagogique là-bas. Non, c'est juste pour vous signifier. C'est quand vous êtes au-delà de 30 qu'il flash. Oui, ce que je dis, hein, c'est que ce radar-là, je pense qu'il est planté. Il écrit seulement danger. Non, ce que je veux vous expliquer, personne ne... c'est à titre de sensibilisation. Oui. Et très bientôt, nous allons avoir des radars et nous allons commencer par sévir, réprimer. Les enfants sont morts. Vous allez voir dans la conférence de presse la dernière fois, le contournement, le grand contournement du port et autres a été identifié comme la route la plus meurtrière à Lomé ici. C'est vrai. Mais aujourd'hui,
il y a une vulgarisation autour des chiffres des accidents. Régulièrement, à des intervalles de temps réguliers, ne serait-ce que 2 fois dans l'année, C'est pour le nous ministre rappeler, en fait, se donne ce devoir de publier les chiffres. C'est dans le but de sensibiliser la population. Si aujourd'hui nous avons la chance que les médias relaient que ce tronçon-là, le grand contournement, est une route accidentogène, pourquoi quand nous allons nous mettre sur cette route, nous n'allons pas nous conformer? Nous allons rouler comme si nous avons 2 vies. Il y a certains, je me demande s'ils vont mourir 2 fois. Si nous savons tous que c'est une seule fois qu'on meurt, il n'y a pas à mourir une seconde fois. Pourquoi ne pas tout faire à travers des comportements responsables, essayer de repousser un tant soit peu la date de sa mort? Parlons de cette route accidentogène. C'est bien que vous l'ayez identifiée. Avez-vous constaté, chers responsables de la division sécurité routière du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, avez-vous constaté donc que les populations riveraines, mais travaillent, agissent sur cette route comme si c'était leur propriété privée? C'était du genre, les gens qui mettent des entrées de route sur leur... Tellement je suis sous l'émotion que je n'arrive, j'ai perdu mes mots. Ce que je dis très souvent, c'est pas prévu une bifurcation vers le bas, vers la rue, mais les gens m'ont cassé les... Ils ont des habitations. Ils ont des habitations, ils ont des véhicules, ils ne veulent pas contourner, mais ils ont coupé les gakpo là, ils ont fait eux-mêmes. Donc ce qui fait que tu roules sur cette route, qui est quand même une route, c'est pas une route express, non? Oui. Là-bas, c'est combien? C'est pas 30. C'est combien? Quel qu'en soit le cas, je ne sais pas. Mais bref, regardez ce que je dis. Donc les gens même agissent, ce qui fait que quand tu roules, tu ne t'imagines pas qu'une moto puisse débouler pour sortir de là, pour venir sur la grande route. Et la moto, tu la retrouves devant toi ou bien sous ta voiture. Est-ce que vous constatez quand même tout le bazar qui se fait sur cette route-là? Est-ce que c'est avec la permission de l'autorité que les gens construisent les entrées sur la route, les gens font le... Est-ce que c'est avec votre permission? Sinon, si ce n'est pas avec votre permission, il faut faire un tour. Hein. C'est le degré élevé de l'incivisme. Et peut-être aussi de la non-prise de responsabilité de l'autorité qui laisse faire. Parce que si quelqu'un fait à une entrée, on ne lui a rien dit, les autres vont faire. Depuis combien de temps le Bala parle de cette affaire? Ce n'est pas hier. Hein. Mon soldat, mon commissaire. Comme j'ai titillé un peu, il faut que je caresse encore. Non, voilà, il faut passer voir. C'est grave. C'est aussi ça qui cause les accidents. Nous sommes sensibles à cette observation que vous venez de faire. Beaucoup sont à l'écoute. Il y a beaucoup de services publics qui sont impliqués dans la gestion de ce bien public que représentent les routes. Nous avons notre part. Et je pense que vous êtes des journalistes, vous le dites, il y a la direction des travaux publics qui est là. Et ils sont chargés de l'entretien et du suivi de l'état les ouvrages publics, on n'intervient pas dessus en comme ce qui concerne la circulation de ces routes qui sont ouvertes à la circulation, nous sommes là. Vous allez voir sur le contournement dont vous parlez, nous déployons nos agents. Oui, mais c'est cette route-là même qui absorbe le plus grand nombre de nos effectifs. Le plus grand nombre de nos agents. Parce que c'est, comme on le dit, la peur du gendarme est le début du respect de la sagesse et autres là. Donc, nous sommes sur cette voie. Ça, c'est des trucs faits par des humains. Mais si ça cause des accidents qui relèvent de votre gestion, je pense que vous devriez aussi attirer l'attention de l'autorité publique, des travaux publics sur ça. Nous avons pris acte. Nous allons descendre sur le terrain, constater tout cela et remonter. Voilà, et vous allez voir que ça va baisser, le nombre d'accidents va baisser. Agir en conséquence. Et puis, si vous permettez aussi par rapport à ces installations, c'est quand même un problème auquel les riverains trouvent solution, peut-être parce que l'autorité n'y a pas donné solution. Au-delà de ça, pour faire passer les engins, c'est l'autre aspect de la prise en compte des piétons qui est aussi un souci. Vous imaginez comment les gens roulent sur cette route? Les populations vivent de part et d'autre de la route. Il faut traverser la route. Il n'y a pas de passerelle pour les piétons.
il n'y a pas forcément des feux rouges pour que le véhicule puisse s'arrêter. Les feux rouges sont des carrefours, sont éloignés. C'est toute une galère pour que le piéton traverse. Donc, c'est normal que cette route, elle compte des accidents, des piétons qui soient victimes. Donc, d'interpeller peut-être aussi l'autorité qui se charge de ça, de prévoir des passerelles. Le même problème se posera avec la nationale numéro 5, la route de Palimé. Si on ne prend pas garde, accidentogène numéro 2 viendra. Hein. Oui, vous savez, je ne pense pas que le fait de ne pas prévoir des aménagements puisse amener les riverains à se faire tuer en désordre sur cette route. L'objectif principal, c'est pas la C'est vrai, on peut dénoncer cela, mais il faut au même moment prendre des dispositions pour préserver sa vie. C'est vrai, sur cette route, vous allez me dire qu'il n'y a pas ne serait-ce que des passages pour piétons. Il y en a. Alors pourquoi ne pas passer, c'est-à-dire contourner et aller passer par ces passages piétons qui ont été prévus à défaut des passerelles? Vous allez dire que c'est vrai. Déjà, les gens ne respectent. On va sensibiliser les gens. Voilà. Mais aussi, on respecte. Vous allez voir. Parce que sur le passage piéton, même on te fait courir mal. La route, elle est ouverte pour la circulation. On ne peut pas, si en construisant une route, on doit tenir compte de tous les détails près. On va mettre un fauteuil sur le trottoir. Pas qu'on va mettre un fauteuil, mais c'est que la route même serait finalement impraticable. Oui. Pourquoi? Il faut un temps pour rouler. On ne peut pas laisser des passerelles ou bien prévoir l'entrée des riverains sur chaque 1 kilomètre et autres là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a des usagers même qui déplorent le fait que à chaque... s'ils trouvent un feu tricolore à 500 mètres, ça les énerve. Pourquoi je viens à peine de quitter un feu rouge ici? J'ai un autre feu rouge. Et il y a un autre devant. Il n'a qu'à se fâcher. Maintenant, si en construisant la route, on prend des dispositions pour prévoir ces intercessions tout le long de la route sur chaque 100 ou 200 mètres parce qu'il y a les riverains autres là, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Il faut quand même une distance donnée. C'est clair. Et le civisme impose que les riverains puissent respecter cela, contourner et aller prendre l'aménagement prévu Bien sûr. par les ingénieurs qui ont conçu la route. Nous allons voir, ce n'est pas seulement les piétons, mais les véhicules qui roulent à contresens. Et puis sur le terre plein, ça vient sur le terre plein. Ce n'est pas normal. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On ne peut quand même pas... Il faut nous attraper, il faut nous attraper, il faut nous sanctionner. Non, mais arriver à un endroit, quand la sensibilisation, mais il faut nous taper aussi. On aime ça. Ah, oh. Frappez-nous un peu. Nous le faisons. D'ailleurs, par rapport à ces chiffres, nous avons encore pris nos responsabilités et que ça va changer. Tu connais là. On sent le souverain. Vous êtes à l'école, vous n'entendez pas là. Bon, On sent le souverain, ça va changer. ok, Jean, attendez-nous seulement. Ce qu'on va faire maintenant, hein. Tu vois, parce qu'on était gentil. Non, sérieux, il faut que ça change. Il faut que ça change. Comment rappeler tout ça? Comment rappeler aux gens? Parce que quand on parle de quoi? De 235 morts, 70% des décédés qui sont en moto, ce ne sont pas que des conducteurs de moto qui conduisent mal. Hein. Non, c'est aussi des motocyclistes qui sont à jour, qui sont dans leur bande. Mais quelqu'un comme ça, qui a brûlé le feu rouge, vient leur rentrer dedans. Et le comble est que celui qui a brûlé le feu rouge, lui, ne meurt pas. C'est l'autre qui meurt, souvent. Et de l'autre côté aussi, c'est un automobiliste, un autre usager qui est au téléphone, à son volant, bonnement. Et puis, ça va causer des dégâts sur le motocycliste qui passe par là. Oui, vous savez, l'utilisation du téléphone au volant est une source, est un danger. Il faut le dire. Est un danger. Il faut nous dire. Nous le disons. Même au guidon, les gens sont... C'est écœurant. La pratique est étendue même, comme vous le dites, aux 2 roues. C'est des kamikazes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Des mesures ont été prises. Il y a une réglementation à la matière. Il y a un décret pris en Conseil des ministres qui sanctionne cela, que nous appliquons. Même malgré cela,
les gens ne veulent pas écouter. La difficulté dans la répression de cette infraction, c'est quoi? Vous voyez, oui, de l'utilisation du téléphone au volant. Au fait, ce que je veux dire, c'est la prise de conscience individuelle de tout le monde qui peut amener à éradiquer cette pratique. Parce que sur le terrain, dans la pratique, ce n'est pas aussi évident. On peut croire de loin que c'est évident, mais ce n'est pas aussi ça. Quelqu'un qui est au téléphone, au volant, vous le voyez, il est en circulation, il vous a dépassé. Vous n'avez pas pu l'immobiliser instantanément. Oui. Il faut le rattraper. Vous lancez un motard qui vient le rattraper. La communication dure combien de temps? À peine quelques secondes, il a fini d'émettre son appel ou de le recevoir. On le rattrape, on dit monsieur, parce qu'on n'a pas pu le photographier. Au moment où il téléphonait, il va nier. Il va nier. Alors qu'il a été ostensiblement identifié comme ça, avec téléphone, comme utilisant le téléphone au volant. Mais il va nier. Et ça devient problème. Il va dire non, que lui n'utilise pas le téléphone au volant, autre là. Il va même pas intervenir alors qu'il faut prendre conscience aussi, que c'est la distraction que cette utilisation entraîne, que nous condamnons. Aujourd'hui, les gens sont partis loin en installant les écrans télé, écrans, vidéo, ça joue des clips. C'est vrai, ça joue des clips. Des clips qui retiennent leur attention, qui leur détournent de la route. Oui, qui les amènent, qui les divertissent, je veux dire. Ce n'est pas normal. En fait, cette technologie, mon commissaire, elle allez existe, me dire que mais c'est pour derrière. Non. Vous dites que c'est une aide pour la conduite. La technologie, je suis d'accord. Non, je ne veux pas dire que c'est une aide. Je veux dire que la technologie, là, elle existe, mais dans les véhicules qui se respectent vraiment, qui viennent avec ça, vous allez voir, c'est pour les usagers de derrière. C'est pour ceux qui sont derrière, ce n'est pas pour le conducteur. Pour devant, s'il y a une caméra, c'est la caméra que vous avez peut-être en marche arrière. Oui. Mais pour jouer clip sur cette caméra, Moi, j'ai déjà vu un véhicule où la personne, en fait, le conducteur... Lui-même, ils installent. Il avait un écran. Oui. Il regardait un film, en fait. Oui, eux-mêmes, ils installent. C'est ailleurs où cette normal. infraction est strictement réprimée, le fait pour le conducteur d'installer un écran dans son champ de vision constitue déjà l'infraction. Il faut que l'écran soit, comme on le dit, pour les autres occupants. Même celui qui est à côté du chauffeur ne doit pas avoir d'écran. Non, c'est derrière. Ça fait distraire. Bien sûr, c'est derrière. Donc, ce sont des comportements à risque que les gens ne veulent pas, dont les gens ne veulent pas prendre conscience et éviter pour assainir la circulation sur nos routes. Qu'en est-il? On a parlé aussi de l'ébriété, les alcotests là. C'est bon, on ne peut pas recommencer, on peut continuer ou bien comment? Non, attention, pas qu'on ne peut pas recommencer. On le fait déjà. Non, je ne refuse pas. Vous avez dit Covid, non? Non. Ça se fait toujours? Ça se fait toujours. Depuis le 16 décembre 2019 que ce test est introduit dans les opérations de contrôle sur l'ensemble du territoire. Nous le poursuivons jusqu'à l'avènement de ce malheureux Covid qui nous a amené à le suspendre pour 2 mois, je pense. Mais après, quand nous nous sommes rendus compte que, comme les scientifiques l'ont dit, c'est une maladie avec laquelle on va vivre et qu'il faut prendre les précautions, nous nous sommes rendus compte qu'il faut continuer parce qu'il n'y a pas de risque de contamination. Je pense que j'en ai un avec moi ici. Vous-même, vous allez souffler dedans. Je vais voir si vous êtes sobre. Non. C'est vous qui allez souffler dedans. C'est vous. Parce qu'il n'y a aucun risque de contamination de ça. C'est l'embout qui est important. L'embout, c'est à usage unique. C'est à usage unique, individuel, je veux dire. Donc, vous l'avez. Maintenant, si essoufflé que c'est grave, vous allez m'attraper en même temps. Je ne suis pas sur la route. Peut-être que le amakoumé que j'ai mangé hier nuit, vous savez que ça fermente. Amakoumé fermente. Vous allez essayer.
Ah oui, il faut essayer. Souffler, moi. Non, vous enlevez l'embout. Enlevez l'embout et puis on va placer. En tout cas, moi, à Makoumé que j'ai mangé hier, là. Ça va donner que sucrerie. Tu sais que le sucre donne de l'éthanol aussi. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Donc, Si vous l'enlevez, c'est l'usager même qui le fixe. Donc on remet comme ça à l'usager, lui-même il le fixe. Ok. Fixez-le fort. Voilà. C'est bien. Là, vous soufflez dedans. Attends un instant. Ça va donner un signal. Non, des fois, on veut jouer avec les policiers. On dit qu'on n'a pas de souffle. On souffle. On dit souffler. Il n'y a pas de souffle. Il n'y a pas de souffle. Donc, ça se fait toujours. Oui, après quelques secondes, ça va donner. Vous allez souffler fort dedans. Jusqu'au retentissement d'un bip sonore. C'est bon. Et instantanément, donc comme nous le voyons, c'est un appareil électronique qui travaille avec des capteurs. Non, lui, hein, c'est cocktail de fruits là. Quel est le chiffre que l'on veut voir? C'est 0,00 mg par litre, ça veut dire qu'il n'a rien pris. Il peut conduire. Et après l'embout sera jeté. Bon, qu'est-ce qu'il faut préciser? Le seuil autorisé, recommandé pour la conduite, c'est compris entre 0,0 mg par litre d'air expiré jusqu'à 0,24. Donc, quand quelqu'un souffle et que l'appareil affiche 25, il est en infraction. Mais si c'est 0,20, il n'y a pas de problème. À la limite, ça. C'est à Makoumé, tout ça. Donc, si c'est de 0,25 à 0,39, il est en contravention. Il est verbalisé à 10 000 francs lorsqu'il est à 4 roues et à 5 000 francs lorsqu'il est à 2 roues. Ça ne veut pas dire qu'il va payer et puis il va partir. Hein? Non, c'est ça, c'est ce qu'il faut préciser. Il y a des gens qui vont vous dire non, moi j'ai payé. Ce n'est pas l'argent qui est le problème. Il faut faire cesser l'infraction. Donc, lorsque dans le véhicule, il a la chance d'avoir un occupant qui est titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie de véhicule dont il est question, il prend le volant et il continue. Mais s'il n'y a personne qui a le permis équivalent, le véhicule est mis en fourrière. Il va payer pour récupérer le véhicule après parce que la fourrière, on paye. Ah, bien sûr. Ah, donc il va payer. Je peux me garer à côté de vous et puis je dors dans la voiture. On ne peut pas faire ça. Non, je peux vous... Comme on est ensemble... Si nous allons quitter les lieux... Vous m'attendez. Ce n'est pas ça. On met le véhicule à la fourrière. Maintenant, malheureusement que nous tous ici, quelqu'un n'a pas encore pris quelque chose. Sinon... À la TVT, la précision qu'il faut donner, si quelqu'un souffle et qu'il a suffisamment bu, l'appareil va afficher, si l'appareil affiche un taux compris entre 0,25, c'est ça? 0,25 et 0,34. Maintenant, de 35, c'est que l'appareil même n'a plus de place pour écrire truc là. Il met HI, c'est high. Overdose. HI. HI. Oui. High. Tableau fini. Tableau fini. Lui, là, on le fait quoi? Lui, là, une procédure judiciaire est engagée. Donc, il y a différents degrés de soufflerie. Ça devient un délit. Oui. Je dis de... Donc, c'est contravention, le premier. Le premier. Donc, l'autre, c'est délit. C'est délit. On ouvre une procédure judiciaire contre lui et on le défère. C'est grave. Non, attends. Donc, c'est pas que tu vas payer 5 000 ou 10 000 et puis c'est bon. Hein. Si c'est high là,
On peut le déférer Bien sûr, c'est ce que prévoit les textes. sans avoir causé un accident. Bien sûr. Oui. Parce que le fait d'être au volant, C'est un peu comme... C'est un danger, c'est la C'est mise un en danger danger. de la vie des autres et de sa vie même. on ne va pas entendre que voilà, tu vas mettre... tu vas voler quelque part, tu n'as pas pu voler, on t'arrête. La tu dis, j'ai pas- tentative, ici, je ne parle pas de tentative de truc là, mais c'est ça. Nous Donc avons si c'est aussi, high, c'est gâté. aujourd'hui, nous avons Donc, faut les le tests souffler, de on va voir. dépistage de drogue. Vous savez, Ah, il y a aussi? certains... Oui, Ah ouais. il y a certains conducteurs là, ils prennent de la drogue aussi. Quand vous les Même quand voyez, c'est les même les médicaments, la yeux sont... tramadol et tout ça. Ça détecte tout ça là. Mieux que c'est gâté. C'est propre. Non, mais qu'est-ce qui est gâté? C'est propre même. C'est Donc ça. cannabis, tramadol et compagnie. On vous allez faire quoi? De Non, quel c'est droit juste est-ce pour- que vous pouvez me demander de faire test de drogue? Vous m'avez vu dans mon visage et je ressemble à droguer. Ce n'est pas ça. C'est quoi? Donc C'est c'est le- salive. Oui, c'est un test salivaire. On l'ouvre et On met dans la vous le mettez sous la langue. Et oui. Vous avez vu ici, il y a un liquide rose. Oui. Lorsque vous le mouillez suffisamment avec votre salive, après 1 ou 2 minutes dans la bouche, vous le sortez, on le referme, on le dépose et après quelques minutes, ce liquide-là va migrer. Le liquide fait des migrations. Donc, les concepteurs ont tout prévu. Lorsque il y a des traits au cours de la migration, si le liquide migre et met un trait au niveau de chaque chiffre, ça veut dire que c'est négatif. C'est négatif. Ici, l'appareil permet de détecter le cannabis, l'amphétamine, Patate. la cocaïne. Dans les drogues les plus usuelles quand Oui, même. les plus usuels. Donc, vous pouvez prendre la cocaïne. Si c'est la cocaïne que vous avez consommée, au niveau du chiffre 1, 2 et 3, il y aura des traits. Puis. La migration ira vers ces chiffres. Et le chiffre 4, la migration, il n'y aura pas de trait à ce niveau. Ça veut dire que que c'est la cocaïne que vous avez consommée. Et là, vous tombez sous le coup de la loi. Mais si vous n'avez rien pris, on vous soumet au test. Les traits apparaissent, la migration va vers tous les chiffres. Je ne sais pas si je me suis fait Oui, bien comprendre. sûr. Donc, c'est ça. Nous avons... Maintenant, si je suis sous traitement, il y a certains médicaments qui contiennent des trucs comme ça. C'est vrai que sur certaines ordonnances, on met Il a le 10 aussi des médicaments. doucement là, Certains médicaments. doucement. Il y a certains médicaments qui, si je prends un médicament et puis ça vient mettre ça met comme si j'avais pris quelque La chose. dose de Alors truc, que du ce médicament. qui est dans le médicament là, ça ne va pas Ça ne va pas apparaître faire. ici. Ok. Ça ne va pas apparaître ici. Donc, Mais si- faut pas que les gens. Moi, faut pas que les gens pensent qu'ils peuvent vous raconter des histoires en fait. Non, ce n'est pas. La quantité de drogue contenue dans le produit, c'est vrai, nous sommes conscients. Il y a des produits, on écrit, il y a des produits même qu'on met dans l'œil et on écrit que quand vous le mettez, ça rend Faut positif éviter. certains tests là. Mais ici, ce n'est pas avec ça. Quand vous le mettez, sa dose, l'appareil est conçu de sorte que Les doses cette normales, petite dose-là ne va pas revenir Ok. ici. Et très souvent, les cas, ceux chez qui le test s'est révélé positif, quand on les interroge, ils reconnaissent. On ne se confronte pas à ces C'est dilemmes ça, ouais. pour dire. Donc, vous avez déjà fait ça aussi sur la. Vous faites. On le fait, non? On le fait. Avec Vous, en bon? Ce test a commencé déjà. Peut-être que vous n'avez pas encore. Non, non, ça, j'avais. moi, la j'en ai- chance, j'en ai j'allais pas. dire la chance. Quelle la chance? La chance De- d'être soumise. Quels sont les signes qui, Qui oriente vers là. voilà, vers Au lieu de faire l'alcotest, on lui fait ce test. Ouais, vous faites les deux à la fois. Non, vous savez, il y a certains
quelqu'un, d'abord, quand il vient, sa manière de conduire même pour venir chez vous, là, avant que vous ne l'interpellez, là. Ou bien vous l'interpellez, il vous confond au trottoir, ou bien je ne sais pas, et autres là, vous vous rendez compte que lui, Il n'est là, pas dans ce monde. ce n'est pas encore ça. Il y a des piétons aussi. Hein. Oui, mais nous ne nous intéressons pas Beaucoup. aux piétons. Si un piéton a bu, je me rappelle, la dernière fois, nous avons fait un contrôle de nuit et l'alcotest s'est révélé positif à quelqu'un. On lui a retiré le véhicule qu'on a mis en fourrière. On lui demandait de rentrer. Et ce monsieur, vous imaginez, il avait avec lui une bouteille de Sorabi. Et il nous demande si lui peut boire ça en allant, parce qu'il fait lui ne peut pas trouver. Si on peut interpeller les piétons parce qu'ils ont bu, je l'ai dit, il n'a qu'à continuer. S'il boit, il tombe dans un trou, il tombe seul. Nous, on veut éviter au maximum, on veut réduire au maximum les accidents. Non, mais quand il va si- prendre son véhicule en état d'ébriété, là, le dégât qu'il va causer serait beaucoup plus grave que ce que lui-même il est en train de Seul, faire. maintenant, hein. Donc, Maintenant, s'il va et puis il peut causer un accident s'il rentrait dans la circulation et puis occasionner un carambolage. au fait, C'est un ça usager de la dépend, route aussi, le ça piéton. dépend, oui. Tous les piétons même sont des usagers de la route. Au fait, ce que je veux dire, lorsque le taux est suffisamment avancé, on vous enferme, on vous met à garde à vue. Le temps pour vous de vous De vous dégriser. dessouler. Le temps pour vous de vous dégriser. C'est ça. Oui. Quelqu'un pose une question, si quelqu'un a trop bu mais n'est pas saoulé, il conduit normalement. C'est vrai, il y a ces cas. Il faut comprendre que nous ne nous intéressons pas au cas particulier. Au fait, ce qu'on réprime, c'est le dépassement du taux autorisé, du seuil pas d'alcool que vous êtes autorisé saoulé ou pas. dans le sang C'est avant pas que de vous êtes saoulé conduire. ou pas. Donc, même sans signe apparent ou ostensible d'ébriété et autres là, vous êtes On vous soumis prend. au Quelqu'un test. dit, est-ce qu'il est possible que vos tests là aient des dysfonctionnements? Oh les tests n'ont pas de dysfonctionnement. Arrêtez Vous voir avez ça. déjà répondu. Ces appareils fonctionnent bien. Avant de faire le test, est-ce que l'utilisateur paye? Non. Non. L'utilisateur on ne paie rien. On ne perd rien. On ne paie rien. Maintenant, quand vous êtes positif au test, vous payez 10 000 ou 5 000 selon. Bon, ça dépend, vous payez quelque chose, ça fonctionne avant ou après. Avant le test, on ne paie rien, mais après le test, c'est possible. C'est quel concert ça? Entrée gratuite, sortie et... C'est quel genre de concert ça? Entrée gratuite, sortie. Donc, Non, non, je me reprends lorsqu'on fait le test et c'est positif. Ça dépend des cas. S'il s'agit d'une contravention, vous payez et quelqu'un qui a le permis il conduit. Il prend le volant. correspondant, il prend le volant et continue. Dans le cas contraire, on immobilise le véhicule. Il y Et a- si possible, vous-même, on vous met avec nous le C'est temps ça, pour vous de au vous chaud. dégriser. C'est ça. Et vous Il continuez. y a des votre prestataires chemin. de services maintenant qui qui proposent des chauffeurs en ces circonstances. Vous pouvez avoir votre carte d'abonné ou alors les agents aussi peuvent avoir leur carte. En pareille circonstance, on appelle juste le chauffeur. C'est comme on vient chercher remorquer les véhicules. On appelle un chauffeur de dépannage qui vient conduire Il n'y a pas de problème. en sécurité la voiture pour vous ramener chez vous. Donc, Covid n'a pas empêché de faire encore le test d'alcool. Ça Non, existe. nous le faisons. Corsé même avec test de... Regardez un peu ça. drogue. Test de drogue. Et puis, il dit, j'ai eu la chance de ne pas avoir fait ça encore. Je ne peux pas être positif à ça. Oui, c'est Maintenant, clair. c'est possible de pouvoir acheter et soi-même de l'alcotest et tout ça. Quand tu finis une Oui, fois, toi-même tu te testes et puis on peut voir. Avec le temps, l'idéal serait que nous tendons vers ça, vers l'autocontrôle C'est ça. du taux d'alcool. Vous allez à une soirée, si vous l'avez, avant de prendre votre volant, vous faites le test. C'est une question de responsabilité. Oui. C'est une question de responsabilité parce qu'après tout, il faut être vivant pour retourner boire encore. Non, c'est quand même, je lis que c'est un test qui a été commandé spécialement par la République du Togo. Hein. Bien sûr. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, Oui, République togolaise. c'est dans ce On nous a cas-là, fait ça à nous, ça fait partie spécialement. des nombreuses actions initiées par le ministère pour faire inverser la courbe des accidents. Ah, c'est super.
Donc, vous leur avez demandé de vous faire un test sur les drogues qui circulent le plus chez nous. Cannabis, amphétamine, cocaïne et opiacés. C'est super chouette. Le ministre le disait, lui, il avait parlé d'éléphants, qu'il y a certains camions sur la route, on dirait des éléphants, parce qu'il n'y a aucune signalisation. Zéro, là. C'est aussi source d'accidents. C'est pourquoi vous allez voir à travers toute l'étendue du territoire, les nuits, nous ne dormons pas. Nous sommes représentés dans les grandes villes, les chefs-lieux, sur les grands axes. Mais des fois quand même aussi, on voit des véhicules sur la route. On se demande si vous êtes vraiment sur la route. Mais c'est des véhicules qui font de l'argent. Des véhicules qui transportent les graviers, sable, les camions. Oui, on a Gaou. Mais tu vois, tu te demandes si le véhicule là va dépasser un policier vivant. Parce qu'il n'y a pas de signalisation, mais ça roule encore sur la route. Et puis, vous êtes sur la route. Ou bien, vous ne leur dites pas d'aller faire visite technique. Comment ça se passe qu'ils sont là? Nous les réprimons. Ils sont réprimés. Et ils sont encore là. Et ça dépasse le policier quand même. Hein. Bon, ça s'arrête quand mais ça part après. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Les prochaines fois, quand je vais voir, je vais vous envoyer les photos. Voilà, il faut et sur les axes, et on va les interpeller. Ou bien? Nous connaissons les axes là. Ils sont nombreux sur la route de Toblé là-bas. Combien on n'a pas verbalisé? On les verbalise, on les contraint d'aller faire la visite technique avant de revenir continuer leurs activités. C'est cela. Mais le fait qu'ils ne veulent rien comprendre, c'est ça qui donne l'impression qu'on ne fait rien. Je ne vous envie pas. Hein. Il y a beaucoup d'actions que nous menons quand même dans ce sens. Ouais. Non, sérieux. C'est vrai, quand on voit le déploiement des policiers maintenant sur la route, vous vous dites que oui, personne ne peut plus dire qu'il n'y a aucune action qui est faite. Voilà, c'est nous-mêmes, on est têtus. On va faire comment? On est têtus. Il faut passer à l'étape dure. On est têtus et on se tue. On est têtus et ça nous tue, et on se tue, ça ne nous dit rien. On va continuer l'émission avec la Jeune Chambre internationale qui a une activité, c'est aujourd'hui. Hein. On va tout savoir de l'activité tout de suite. C'est la soirée des potentiels. On parle de soirée, donc après il faut faire le test. Imagine-toi, je suis à la piscine, je plonge, je remonte à la surface, et là, plus de maillot. Je suis à poil, au milieu des gens qui nagent, je t'assure. Ouais, non, mais attends. Ouais, c'est ça, Martha. Non, mais attends la suite. Tu sais pas ce qui s'est passé après. Le cauchemar continue. Juste à ce moment-là, le truc de dingue, il y a un truc... Téléphoner en conduisant multiplie par 5 les risques d'accident. Corona, hier les rues étaient vides, mais aujourd'hui c'est pire. Bah c'est normal Covid, c'est le lockdown. Le quoi? Le lockdown Covid, ça veut dire tous confinés. Confinés? Mais ça ne se peut pas, il faut quand même encore se réunir, faire la fête, aller voir des matchs de foot. Bah non, plus de fête, plus de match, plus de foot. Plus de foot? Oh j'y crois pas, mais Corona, qu'est-ce qu'on va devenir? Ah, il faudrait un truc pour les faire tous sortir. Bonne idée, on n'a qu'à crier à l'aide. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Ah ouais, continue Covid, ils sortent sur leur balcon. À l'aide, à l'aide. Ah bah, c'est bizarre ça, voilà qu'ils applaudissent maintenant. Mais Corona, ils nous narguent. Regarde, ils sont tous sur leur balcon et ils nous narguent. Attention. Bah, si en plus ils commencent à nous jeter des pots de fleurs, on est foutus. Ça va Covid? Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Et on poursuit donc l'émission en recevant M. Bioval Dossou. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes le président local de la GCI, Lomé Prestige, Jeune Chambre internationale, qu'on va
présenter brièvement, parce que voilà, tout le monde connaît la Jeune Chambre internationale. Je me dis. Hein. Oui, merci beaucoup pour la parole. La Jeune Chambre internationale est née aux États-Unis en 1915. Hein, et elle est venue au Togo en 1987. Voilà, donc la Jeune Chambre, le mieux précis, est née en 2000. Voilà, pour les présentations ainsi brèves de alors la ça Jeune Chambre. C'est quoi l'objectif? En fait, voilà, la Jeune Chambre, c'est une organisation de jeunes citoyens de 18 à 40 ans qui ont pour mission de donner des opportunités de développement aux jeunes pour leur permettre de créer des changements positifs dans leur communauté. Donc, en quelques mots, la Jeune Chambre nous permet de nous transformer, de nous outiller, et lorsqu'on est outillé, on va dans nos communautés pour impacter la communauté. Voilà. C'est beaucoup plus quand même professionnellement, c'est comment résoudre professionnellement, ou alors une formation pour être plus efficace quand même sur professionnellement parlant, et puis dans l'accomplissement de soi aussi, je crois. Oui, c'est bien vrai, c'est une formation, c'est plutôt axé sur les formations, mais ça te donne les outils nécessaires à utiliser sur le plan professionnel. D'ailleurs, même, on vise le professionnalisme et l'excellence. Oui. Alors, et cette soirée des potentiels, c'est déjà aujourd'hui, c'est quoi? Ok. Comme tu l'as dit déjà, c'est une soirée des potentiels qui permet de regrouper les aspirants, tous ceux qui veulent faire bien connaître de l'organisation, mais tous ceux qui veulent faire partie de l'organisation. C'est un peu comme une soirée de recrutement de nouveaux adhérents? Oui, de nouveaux adhérents et tout ça. Mais pas forcément aujourd'hui, ils seront recrutés. Mais ils viennent avoir l'information, voilà. Ils viennent pour avoir les informations, les partages avec les anciens, tous ceux qui étaient dans l'organisation avant, et que ce que l'organisation les a apporté. Donc, du coup, tous ceux qui vont participer à la soirée seront outillés sur la vision, la mission, l'historique de la Jeune Chambre et connaître les aînés. Voilà l'objectif au fait. De cette soirée. Donc, tout le monde peut venir, tous ceux que la Jeune Chambre intéresse peuvent venir avoir l'information. Oui, tout le monde peut venir à cette soirée. Quand vous dites soirée, j'entends soirée, quoi. J'entends en fait un peu gala. Parce que oui, quand tu sais, les oreilles, ça marche quand même mieux dans certaines circonstances. Quand je m'assois comme ça, ça ne veut pas dire qu'à l'église, quand je vais à l'église, parce qu'on ne mange pas, on ne va pas à l'église, mais en même temps, on boit, on mange à l'église. Le prêtre même sait que c'est bon, c'est pour ça qu'on mange et on boit, corps et sang. Ces soirées, c'est quel genre de soirée? C'est comment ça va se passer aujourd'hui? Ok, d'accord. Comme je l'avais dit aussi tantôt, mais au cours de cette soirée, il y aura des programmes de formation. Et puis, on va également danser, s'amuser. Vers la fin de la soirée, après les formations, les partages des anciens et la connaissance entre les nouveaux adhérents, eux-mêmes vont se connaître. Oui, et puis connaître les anciens. Après ça, il y aura des bouffes, des danses, tout ça. Est-ce qu'on peut avoir des... On peut choisir, participer à la dernière partie de la soirée. Moi, je veux juste participer à la... Il ne faut pas l'écouter, il n'a pas encore pris ses cachets ce matin. Ok. Évoquez-le. Est-ce qu'on peut avoir des grands visages, des grands noms du mouvement au Togo? Il y a des personnalités du public qui ont été Jeune Chambre, et que ce sont des armes, ce sont à la Jeune Chambre aussi que ces personnes se sont faites ces armes-là pour être où elles sont aujourd'hui. Ok, merci pour la question très pertinente. Ça va aussi motiver les amis à y participer. Je vais parler de Martial Akakou, par exemple, l'avocat, de Cyril Coman. Cyril Coman, cultivateur, il y a Patrick Amenda. Il y a Patrick Amenda, le père fondateur du même... les femmes aussi. Nadiaka. Il y a Nadiaka également. On voit tous ces jeunes leaders, toutes ces personnes qui, quand elles passent quelque part, elles impactent. Quand elles passent, on ne peut que se dire, c'est qui ça? C'est que ces personnes sont passées par la Jeune Chambre. Pas toutes, je ne suis pas passée par là, mais moi-même, je me fais des bacs. Oui, mais bon,
C'est juste que je n'ai pas ma carte d'adhésion là-bas. Je pense que... Non, ça forme. Il faut reconnaître que c'est vraiment formateur. Ça te donne des outils. C'est super. Oui. Mais ça cotise aussi. Oui, ça cotise vraiment. Ça cotise Ça, un peu. c'est la formation. Oui, c'est les formations. D'autant plus que les formations sont plus gratuites. Hein. La plupart des formations sont gratuites. C'est parce qu'on reconnaît que le membre paie. Donc, on lui offre tout ce qu'on peut donner pour les outiller, pour développer leur leadership, impacter la communauté. Donc, c'est pourquoi nous sommes dans le monde entier aujourd'hui reconnus comme une organisation de jeunes qui excelle en matière de formation. C'est clair. C'est des formations. Vous avez des formations que vous ne pouvez pas quantifier, alors qui ne sont pas forcément relatives à ce que vous cotisez, parce que c'est des formations des fois qui coûtent plus cher que ce que vous investissez. Oui. C'est des formations de haut niveau sur différentes thématiques qui vous sont offertes à la Jeune Chambre. Et des formations techniques, oui, mais aussi beaucoup de savoir vivre. Ceux qui ont fait la Jeune Chambre, vous les distinguez toujours, hein, c'est une certaine classe, hein, une certaine posture, ils aiment se mettre en costume, entre autres, que ça, voilà. Quel que soit le cas, c'est pas que des choses livresques qu'on vous apprend. Là-bas, c'est tout un ensemble, en fait. Ils veulent bien être holistiques dans la formation de l'individu professionnel. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. L'une des formations très intéressantes et qui nous permet de se distinguer de beaucoup de choses, c'est les codes de protocole, par exemple. Comment s'habiller, quoi porter à quel événement, et les règles de préséance, qui doit parler avant qui, et tous ces éléments. C'est vraiment l'outil de la Jeune Chambre également. Et il y a une formation aussi, la maîtrise de soi, la confiance en soi, et tous ces éléments, ces formations font partie de la Jeune Chambre. La Jeune Chambre, c'est ça. Alors aujourd'hui, la soirée se passe où? À quelle heure? Voilà. La soirée commence exactement à 16h. Ça, 16h, c'est 16h. Oui, la Jeune Chambre, c'est aussi ça, parce qu'on apprend la ponctualité. Oui. Il n'y a pas d'heure africaine, d'heure togolaise. GMT que le blanc, il n'a pas dit GMT africain, GMT européen. Donc 16h, 16h. Même, je vais faire une petite parenthèse rapidement. Le mois de février constitue le mois de la ponctualité à la Jeune Chambre, précisément le même prestige. Donc, ça veut dire que la ponctualité est une valeur à respecter voilà, dans nos quotidiens. Bon, c'est à 16h, le début, à 16h, il y a les partages, comme je le dis, l'historique et vision de la Jeune Chambre. Et puis, il y a une autre formation que Vincent Cavegé va animer sur... Update concept. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, après, il y aura un petit panel et tout, entre les anciens, les nouveaux, les aspirants. Pour connaître, ils vont poser beaucoup de questions et puis comprendre l'organisation et savoir là où ils veulent adhérer. C'est ça. Et ça se passe où? Voilà, c'est à Djolé, Mint Hotel. Au Mint Hotel à Djolé, oui. Chez Will. Coucou à toi, Will. C'est à Mint Hotel à Djolé, c'est pas loin du commissariat du 6e arrondissement, du commissariat de Djolé. Quelles sont les conditions pour participer à cette soirée-là? Les conditions? Il n'y a rien comme condition. On vient free? Oui. Même pour la dernière partie? Oui. Tout est gratuit, hein, la formation. Les conditions, c'est respecté pour nous. Oui. Ouais, les gestes barrières. C'est pour ça même que souvent nous faisons ces soirées dans la maison des aînés et tout ça. Maintenant, aujourd'hui, on a fait le tour, on a vu Mint Hotel bien équipé de... qui peut vous permettre de respecter les gestes barrières. Les gestes barrières et tout ça, on a opté pour Mint Hotel. Donc on vient quoi? Oui, tu es invité. Pardon, si vous voulez venir là-bas, vous ne voulez pas être triste de vous-même, respectez-vous complètement. Vous respectez, sinon tu as à vivre une tristesse incommensurable dans ton coin. Exactement. Il faut bien s'habiller. On ne m'a pas dit de sortir. Bien s'habiller ne veut pas dire porter le pagne de telle valeur, etc. Mais quel que soit ce que tu portes, tu l'harmonises bien, tu repasses. Mais tu sais que les gens sortent avec des tenues froissées. Tout froissé quand même.
On en a... Non, ça dit que lui, si c'était aux Jeux Olympiques, tu l'attrapes, tu apportes. Oh, tu vas avoir 2 médailles. Quel que soit ce que vous portez, mais mettez-vous proprement, propre, bien repassé. Et puis, ayez la posture. De toute façon, comme ça, les jeunes chambriens, là, comment vous appelez? Mais les JC, là. Les JC, ils ne vont pas frimer sur vous, hein, parce qu'ils savent faire ça. Oh là là, ils savent trop faire ça même. Donc, c'est au Mint Hotel aujourd'hui à 16h. 16h. Pour tous ceux que ça intéresse, vous pouvez déjà aller sur Internet, vous avez vos téléphones entre les mains, tapez JCI, Jeune Chambre Internationale, vous lisez avec les visions, les valeurs de cette jeune chambre-là. Et puis après, si ça vous dit, je sais que ça vous dit, vous allez au Mint Hotel dès 16h aujourd'hui, ponctuel, puis vous allez mieux découvrir, poser les questions que vous aimez souvent poser. Vous leur demandez si c'est l'antichambre des sectes. C'est ça que vous aimez demander, non? Que quand les choses là, c'est les sectes. Il faut aller voir et tu poses question que de rester derrière et de colporter l'opinion des autres. Il faut aller toi-même poser toutes les questions. Si ça te dit que tu es un jeune loup, tu veux te projeter dans l'avenir, tu t'inscris, c'est clair. C'est ça. Une ligne, un contact pour avoir d'autres précisions par rapport à la soirée. Ok. Le numéro de notre secrétaire ou bien secrétariat de l'OMI Prestige, 70 36 49 16. 70 36 49 16. 70 36 49 16. Voilà. Super, merci beaucoup, monsieur Biova Dossou. Oui, mon commissaire, il faudra que vous postiez à la sortie de Mint Hotel aujourd'hui. S'il y a la fête, pas là. Les jeunes vont. Je vous ai pas dit. Comme ça, Alcotest, vous allez les ramasser. Ou bien allez, ça, oui. Ne quittez pas, restez là. Tout le monde y est invité. Voilà. Tout le monde y est invité, même vous. Non. Je serai avec une partie de la force anti-pandémie Covid pour veiller aussi au respect des mesures barrières. La fête devient intéressante. C'est là-bas que la fête devient plus intéressante. Bon commissaire, les gens, les téléspectateurs qui réagissent vraiment en grand nombre ressortent les problèmes des tricycles, ressortent les problèmes des bêtes en divagation aussi, qui causent des accidents pour les motocyclistes. Mais on va peut-être pas parler de tout, on n'a que 2 minutes pour finir. Les tricycles, là. C'est-à-dire que c'est aussi une plaie aujourd'hui. Hein. Ils ne se considèrent pas comme voiture, pas comme moto, mais ce n'est pas des voitures. Et puis, c'est-à-dire, vous avez vu un peu sur cette fameuse route du contournement toujours, les tricycles, c'est leur zone même d'intervention. Et vous savez, vous faites quoi? C'est quoi? C'est un réel constat. Et c'est vrai, ces tricycles aujourd'hui facilitent la mobilité de la plupart de nos concitoyens, mais ils doivent le faire dans les règles de l'art. Aujourd'hui, ce sont ces tricycles qui s'adonnent beaucoup plus aux surcharges. Et ils se sont constitués tout dernièrement en syndicat. Nous avons les contacts des responsables. Nous organisons des séances de travail avec eux. Nous descendons sur le terrain. Actuellement, quand vous allez à la section ici à Lomé, il y a plus d'une vingtaine qui sont en fourrière là-bas. Parce que dans le cadre du respect des mesures barrières, on ne peut pas demander aux taxis de nos jours de prendre au plus 4 passagers et on va s'en rendre compte que les tricycles, ils vont jusqu'à prendre 6. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes en bataille avec eux, surtout dans le cadre des tricycles. Nous exigeons également qu'ils aient des feux de gabarit. Comme on le dit, on ne sait pas, c'est des voitures ou bien c'est des motos. Et aujourd'hui, nous veillons à ce que beaucoup respectent ces normes. C'est ça. Oh, et donnons-le. Merci beaucoup. Ce n'est pas facile. Courage. Merci beaucoup d'être passé. Il y a un téléspectateur qui nous proposait, oui, bonjour Tchébol, de pouvoir distinguer, disséquer les causes des accidents par usager, par circonstance. Ça permettrait de mieux agir sur le fait. C'est sûr que ce travail scientifique se fait au niveau de l'autorité publique. Si ça a pu collecter toutes ces données, c'est sûr que statistiquement, ils font ce travail pour agir. Mais vraiment, promettez-nous de faire un tour sur le contournement. Oui. Et jeter un coup d'œil sur cette affaire-là. Nous y serons. Hein?
D'abord, nous sommes déjà là, nous allons renforcer notre présence et veiller aussi aux observations que vous avez dites là. Nous allons les constater de nous-mêmes et dresser le rapport. Bonjour aux chers amis qui habitent aux alentours du continent. Aux alentours du continent. Tu auras fait des amis. On est ensemble. Tu auras fait des amis ce matin On là-bas. est ensemble. Allez, Tu auras fait des amis ce matin là-bas. merci d'avoir suivi le Bala aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain à partir de 8h pour une nouvelle émission. On va parler Covid demain. Dapan, c'est corsé, on ne boit plus d'en bas. C'est fermé les lieux de culte à Dapan depuis hier. Vous savez qu'il y avait le bouclage déjà et puis le couvre-feu parce que les cas de Covid, ça augmente. On va en parler demain. Et le soir, quand même, à 16h, pour ceux qui sont à Lomé, on sera au Mint Hotel. Les gens demandent vraiment beaucoup. Pour ceux qui sont à l'intérieur, on va laisser un contact, vous appeler et ils sauront vous orienter. Si vous êtes à l'intérieur du pays et que vous voulez intégrer la Jeune Chambre internationale, 70 36 49 16. 70 36 49 16. Jeune Chambre internationale, on vous orientera quant à la démarche à suivre. Passez un très bon samedi, au revoir et merci à toute l'équipe qui a travaillé. Super, au revoir. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Bizarre. On dirait qu'ils sortent plus. S'il n'y a plus personne dans les rues, comment on va faire, nous? Ah, ça, c'est sûr que s'il n'y a plus personne, on va avoir du mal à faire notre boulot. Corona, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on trouve un plan. Ben, je sais pas, moi. Place-toi sur une poignée de porte, hein. Ça marche assez bien en général, la poignée de porte. Une poignée de porte? Mais je vais jamais arriver jusque-là, moi. Je suis trop petit. Oh, ben il faut aussi mettre un peu du tien, hein. Et puis même si j'arrive à la poignée de porte, qu'est-ce qui garantit que je vais pas terminer sur des gants ou pire dans un mouchoir en papier, enfermé dans une poubelle? Arrête de paniquer, Covid. Ils mettent quand même pas tous des gants et ils ouvrent pas tous les portes.